si l'on en croit les Français, eh bien c'est une rentrée catastrophique pour le président de la République. Et puis la République en marche, bah c'est pas très fort non plus. Hein. Avec Aurore Berger, nous sommes ce matin, qui est député des Yvelines, de la REM. Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Alors, je suis à peine caricaturé, parce que finalement, on regarde ce sondage qui est publié ce matin dans le Figaro. 7 Français sur 10 estiment que le président de la République fait une mauvaise rentrée. C'est grave, non? Non, c'est pas grave. C'est pas grave si les bonnes décisions sont prises. Et si c'était le contraire? Non, mais vous savez, encore une fois, moi j'ai déjà dit cette réponse-là plusieurs fois, mais je vais la redire. Si on s'était occupé que des sondages, il n'aurait jamais été candidat à l'élection présidentielle. D'accord. Jamais. Ouais. Donc après, c'est une alerte claire sur probablement ce qui est attendu des Français, c'est-à-dire qu'on se mette au travail, parce que je ne suis pas certaine que... Parce que vous foutiez rien, là, depuis un an? Non, mais attendez, c'est pas ça, je parle de la rentrée. La rentrée, ce qu'ils attendent, c'est qu'on reprenne la session parlementaire, c'est qu'on reprenne les textes. Là, moi, j'ai mes collègues parlementaires qui travaillent sur Pacte. C'est un enjeu clé pour nos entreprises. Et je pense que ça va beaucoup plus intéresser les Français que la question d'un remaniement, d'un vote pour la présidence de l'Assemblée nationale, etc. Il n'y a pas un Français sur 2 qui sait ce que c'est. C'est une loi en préparation. C'est une loi en préparation en ce moment à l'Assemblée nationale. En faveur des entreprises. En faveur aussi de l'intéressement des salariés dans les entreprises notamment. Aurore Berger, on entend ce discours que les Français veulent des résultats, mais on a l'impression, comme le Figaro le titrait lundi dernier, que ça s'est détraqué la machine, et que ce détraquement, si vous me permettez cette expression, eh bien, vient peut-être plutôt aussi d'éléments psychologiques. Le ministre de l'Intérieur a eu une phrase tout à fait intéressante hier en disant « on a manqué d'humilité ». On manque d'humilité. C'est pas vrai, ça? Peut-être que ce qui a été ressenti comme un manque d'humilité, c'est un manque d'écoute des Français. Donc moi, je pense que ça doit nous inviter, la parole de Gérard Collomb, à dire qu'à un moment, on doit être en empathie, on doit être en écoute. Mais je vais vous donner un exemple qui me semble quand même assez intéressant. On a le président de la République qui relaye les questionnements des Français sur le prélèvement à la source. Là, tout le monde dit, non mais attendez... Qui relaye, il n'y avait pas de questionnement. Hein. Vous prenez les sondages, ils étaient très largement favorables à ça. Moi, je vois quand même qu'il y avait des questionnements. Je peux vous dire que j'ai reçu un nombre de mails importants de gens qui disaient, concrètement, comment les choses vont se passer, est-ce qu'on va y perdre, etc. Donc il y avait des questionnements légitimes. Donc le président de la République dit, OK, il y a des questionnements qui existent des Français, je les relaye, je demande au ministre d'avoir des éléments précis et je demande à l'administration des éléments précis. Et là, à ce moment-là, on a quand même eu un emballement en disant « Mon Dieu, mais pourquoi s'exprime-t-il? Est-ce qu'il va renoncer ?» Et puis une semaine... il a mis en scène ses doutes, ses interrogations, ses hésitations. Justement, ce n'est pas une mise en scène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté nous dire « Vous n'écoutez pas assez les Français » et quand on relaye leurs questions, dire « Mais enfin, pourquoi vous relayez les questionnements des Français ?» Oui, mais les Français quand même. Attendez, c'est du ressenti, de la sensation. L'affaire Benalla, pourquoi n'avoir pas tranché tout de suite? Mais il y a eu une sanction tout de suite sur l'affaire Benalla. Ces petites phrases sur... bon, que pas grave d'ailleurs, parce que c'est vrai, les Gaulois sont réfractaires au changement. Philippe Besson... Ça c'est vrai, vous savez. Moi j'espère que ce ne sera pas vrai, surtout. Philippe Besson, qui est nommé consul général à Washington, il dit mais non, à Los Angeles, pardon, c'est pas un proche. Je suis désolé, il fait un livre hagiographique sur le président de la République. Enfin, autant de petites choses comme ça, vous voyez? Oui, enfin, c'est des choses qui sont déjà très différentes, oui, les unes les autres. Alors après, on met tout ensemble pour expliquer que rien ne va. Oui. C'est pas ça le sujet. Moi, les Français, ils m'ont pas interrogé sur Philippe Besson, je peux vous assurer. C'est psychologique, les Français, non? C'est pas psychologique, je pense que toujours les Français ne ressentent le changement qu'à partir du moment où les résultats les concernent eux-mêmes. Et c'est légitime. Vous voyez, vous percevez le changement quand votre vie quotidienne change. Donc on est interrogé là-dessus. Et donc il faut qu'on trouve un équilibre sur à la fois qu'est-ce qu'on fait sur le temps long. C'est sûr qu'on fait la réforme de l'université ou la réforme du lycée, vous ne pouvez pas avoir des résultats dans l'année qui vient. Vous savez que vous prenez des décisions pour les générations futures. Et puis après, il y a les résultats immédiats. Qu'est-ce qu'on fait pour mon pouvoir d'achat? C'est la taxe d'habitation, c'est la question des cotisations sociales. Qu'est-ce qu'on fait pour l'entreprise? C'est la question du pouvoir d'achat qui a fait hésiter le président de la République sur le prélèvement à la source, sachant que les premiers mois, ça va se traduire par des manques à gagner de la part des contribuables. Non, c'est pas un manque à gagner, c'est surtout une mesure qui est juste, le prélèvement à la source. Répondez à ma question. Je vous réponds à votre question. Non, vous répondez pas. Si. Évidemment, si vous lissez sur l'année, oui, mais c'est le cas. Oui, mais psychologiquement, ils vont se dire, zut, au mois de janvier, j'ai 200 € de moins sur ma feuille de paie. Vous savez, ça concerne 18% des contribuables, puisque vous avez un Français sur 2 aujourd'hui qui ne paye pas l'impôt sur le revenu, et dans ceux qui le payent, la plupart aujourd'hui est déjà mensualisé. Donc c'est 18% des
contribuables qui vont voir en effet le calcul de leur impôt qui va être... Moi, je suis pour parce que c'est juste. Enfin, c'est quand même beaucoup plus juste de payer les impôts sur ce que vous gagnez en cours d'année. Parce que vous pouvez avoir des ruptures de vie, vous pouvez avoir des changements familiaux, des changements professionnels. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on va faire sur la question des aides sociales et de la politique sociale. Les aides, vous en avez besoin au moment où vous êtes en difficulté, pas en décalé dans le temps. Le RSA, il y a un plan pauvreté qui va arriver bientôt, le 13 septembre. Le RSA va être recomposé, remis en question, redéfini. Il y a un rapport qui a été rendu par une de nos collègues, Claire Pitola, qui est très intéressant là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, qui dit plusieurs choses, hein, qui dit que ça ne marche pas, en gros, qui dit que ceux qui devraient y avoir le droit, ils ne font pas la demande, et que la réinsertion, justement, l'accession à une reprise d'activité, ça concerne très peu de gens. C'est vrai, mais pourquoi ça ne marche pas? Déjà parce que ceux qui sont RSA, on ne les considère pas comme des actifs. On ne les considère pas comme des actifs. Par définition, ils ne le sont pas. Oui, mais les personnes qui sont en recherche d'emploi sont considérées comme des personnes actives. Et ce n'est pas la même chose. C'est ce que dit d'ailleurs le rapport de ma collègue. À un moment, il faut les considérer. Ça va être revu, ça. Il faut les considérer comme des gens qui sont en recherche active de travail et donc les accompagner. Aujourd'hui, les personnes à Pôle emploi ne savent pas quelle est votre situation. Ils ne savent pas si vous êtes chômeur depuis un mois, un an ou si vous êtes au RSA. Or, vous n'accompagnez pas les gens de la même manière en fonction de leur situation. Un homme vient de quitter le gouvernement, il s'appelle Nicolas Hulot, c'est une perte pour le gouvernement? Non, ce n'est pas une perte pour le gouvernement à partir du moment où le cap écologique est clair. Et avec François de Rugy, ce cap, il est tenu. C'est plus clair avec de Rugy qu'avec... Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait. C'est mon avis, ce qui intéresse les Français, c'est ce qu'on fait. Vous le regrettez, le départ d'Hulot? Non, mais j'aurais préféré qu'il puisse rester au gouvernement. Ah bon? Oui, j'aurais préféré qu'il puisse rester au gouvernement parce que je pense qu'il avait encore beaucoup de choses à y apporter et à y faire. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et moi, je vois que François de Rugy, vous avez vu dans le sondage, les gens disent qu'il est soumis au lobby, c'est un opportuniste, il n'a pas une image excellente. François de Rugy s'est intéressé à l'écologie bien avant que certains s'y intéressent. Et c'est devenu un sujet pour un certain nombre de partis politiques. Moi, je trouve ça formidable que Jean-Luc Mélenchon s'y intéresse. Ça n'a pas beaucoup occupé l'extrême gauche pendant très longtemps. Cette mini-crise, est-ce que ça va faire en sorte que l'écologie sera vraiment au cœur de la politique du président de la République? Moi, je trouve qu'elle l'est déjà, surtout. Elle est déjà dans un contexte international qui est compliqué. Quand vous avez le président des États-Unis qui vous dit les accords de Paris, moi, ça ne me regarde plus. On a le président de la République qui immédiatement convoque un sommet à Paris pour faire en sorte que les plus grandes villes du monde et les plus grandes entreprises continuent. On a mis fin à l'exploitation des hydrocarbures. On a mis fin à Notre-Dame-des-Landes. Donc oui, on avance sur les questions écologiques. Aurore Bergé, donc la place du président de l'Assemblée nationale est vacante. Tout à fait. Depuis que M. de Rugy est parti au gouvernement. Richard Ferrand est candidat, Madame Pompili est candidate, et il y a quelques autres candidats. Sandra Motin et Philippe Folliot. Oui, exactement. Vous allez voter pour qui? Je vais voter pour Richard Ferrand. Ah! Voilà. C'est un bon candidat. Mais moi, je pense qu'à un moment, il y a une logique. Parce qu'il a l'expérience, mais pourtant, Mme Braun-Pivet, qui était... D'ailleurs, comment vous expliquez qu'elle a changé de pied? Elle était candidate, puis après, elle a dit, mais après tout, c'est l'expérience, c'est mieux. Moi, j'en ai parlé à Yael Braun-Pivet hier, qui est présidente de la Commission des lois. Effets, hein, ce vous savez, elle est présidente de la Commission des lois, c'est quand même une responsabilité qui est très importante au sein de l'Assemblée nationale. Moi, elle m'a dit, je ne veux pas que ma candidature apparaisse comme une candidature de division. Je ne suis pas là pour ça, je pense à apporter quelque chose. Donc, elle est rentrée à partir du moment... Mais elle n'est pas rentrée dans le rang. Vous savez, j'entends tous les commentaires qui disent, oh là là, on a fait pression sur elle, on l'a empêchée de se présenter, etc. Si on l'avait empêchée de se présenter, elle n'aurait pas porté sa candidature, elle ne l'aurait pas portée dans les médias, et surtout, on n'aurait pas plusieurs candidats. Il y a un suspense. On a 4 candidats. Il y a un suspense. Mais oui, comme pour n'importe quelle élection, on va voter. Pourquoi vous votez Ferrand, vous? Tout simplement parce que moi, je me souviens grâce à qui je suis là. Et je suis là parce qu'il y a des gens qui ont été les marcheurs de la première heure, qui sont des Français, des citoyens, mais qui sont aussi des parlementaires. Et une femme à la tête de l'Assemblée nationale, ça aurait de la... Ça aurait de l'allure, pour ne pas dire autre chose. Oui, évidemment. Par contre, moi, j'oublie pas quand même ce que je dois à des gens comme Gérard Collomb, comme Christophe Castaner, comme Richard Ferrand, comme Benjamin Griveaux, qui ont pris leurs risques, qui ont été dans les tout premiers à y croire, là où, à ce moment-là, personne n'y croyait. Et moi, je sais que je suis là aussi parce qu'eux ont été là dès le départ. Donc il est favori, c'est le favori, Richard Ferrand. Il est notre président de groupe et je pense que la logique, c'est quand même que notre groupe puisse le porter. Après, on a un débat. Du roi aussi, non? Mais il n'y a pas de droit. Ah bon? Dans une république, il n'y a pas de droit. Pourtant, il l'a dit, hein, les Français sont nostalgiques de la monarchie. Écoutez, moi, je ne suis pas nostalgique de ce temps-là. Alors, du coup, jeu de chaise musicale, M. Ferrand quittant la présidence du groupe pour aspirer à la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous seriez, s'il quitte la présidence du groupe, candidate à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale? D'abord, on va avoir une élection lundi. Et moi, je suis porte-parole du groupe. Et donc, je ne préjuge pas le vote qui se passera lundi par mes collègues. S'il est élu par vos collègues, s'il est choisi par vos collègues, est-ce que vous serez
candidate. Eh bien, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Moi, la seule chose... Non, mais très sincèrement... Non, mais est-ce que... Vous l'avez laissé entendre. Je ne vais pas laisser entendre. Écoutez, moi, je dis de manière très claire qu'on doit faire en sorte que ce groupe continue à bien fonctionner, voire fonctionne mieux. Ça, c'est des éléments de langage. Non, ce n'est pas des éléments de langage. Si. C'est pas des éléments de langage. On est 312. On est 312, on ne se connaissait pas au départ. On a appris à travailler ensemble pendant 1 an. Et on a 4 ans pour travailler ensemble et pour faire en sorte que ce projet fonctionne. C'est-à-dire qu'on doit absolument rester unis. On doit rester solidaires. Et les élections internes, pour en avoir connu un certain nombre, vous savez, c'est des élections qui sont toujours extrêmement compliquées et qui peuvent être très violentes. Moi, je veux que ce soit une élection qui se fasse de manière extrêmement apaisée parce qu'on doit tous continuer à travailler ensemble. Est-ce que vous seriez favorable à ce que ce soit une femme qui dirige ce groupe ? Moi, je suis favorable en général à la parité, mais je ne vais pas interdire aux hommes de se présenter. Donc, c'est, encore une fois, 312 députés, dont 47% de femmes, qui décideront s'ils veulent un homme ou une femme pour la présidence de l'Assemblée nationale, un homme ou une femme ensuite pour la présidence du groupe. Vous y songez quand même à cette candidature. Mais je sens bien ce que vous avez envie de me faire dire. Mais je sens bien ce que vous avez envie de me faire dire. C'est pas exclu. Mais on verra au moment venu, et c'est mes collègues qui décident. Comment ça se passe ? On a l'impression quand même que, si vous me permettez l'expression, ça branle un peu dans le manche, la République En Marche, y compris dans votre groupe. Parce qu'il y a du débat et de la démocratie. Mais il y a 1 an, vous m'invitiez sur ce même plateau en me disant « Mais vous êtes tous des godillots, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie. » Jamais. Moi, je ne serai jamais permis. Bien sûr. Je ne suis qu'un observateur. Évidemment. Mais enfin, les observateurs à l'époque nous disaient de toute façon, vous ne débattez pas entre vous. Et maintenant, on débat, il y a de la démocratie. Et là, on nous dit attention, ça débat un peu trop. Est-ce qu'il faut qu'il y ait davantage de solidarité, vous soyez plus unis à l'intérieur de ce groupe? Mais on est unis. Vous êtes unis. On est unis, on a traversé... Il n'y a pas de jambe gauche, il n'y a pas de jambe droite, il n'y a pas de... Mais moi, je ne veux pas qu'on emploie ces termes. Je n'y crois pas. Et je crois que les Français, ils ont fait... l'utilisent, ces termes, oui, mais Madame Bourguignon, par exemple. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Vous lui avez dit non, Madame Bourguignon, pour la jambe droite, la jambe gauche? Mais moi, je lui ai dit qu'à un moment, peu importe qu'elle vienne de la gauche et peu importe que je vienne de la droite, à un moment, on a justement, par la volonté des Français, réussi à travailler ensemble. C'est les Français qui ont dit, vous devez réussir à travailler ensemble. Et on réussira que si on dépasse ces clivages-là. D'accord. Ça c'est une certitude. Vous les dépassez ou vous les avez déjà dépassés? Et je pense qu'on les a dépassés. On l'a démontré dans tous les projets de loi qu'on a eu à étudier. Et je pense que ceux qui se raccrochent à ces anciens clivages font fausse route. Vous allez vendanger demain à Bordeaux avec... Demain, je serai dans les forums des associations dans le sud des Yvelines. Vous avez encore des relations avec Bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un que j'admire, que je respecte, qui m'avait soutenu d'ailleurs aux élections législatives et qui a une voix qui compte et qui continuera à compter. Alors, on parlait de division à l'intérieur de votre groupe. Vous niez ces divisions. Néanmoins, il y en a quelques-uns, comme M. Lambert, comme d'autres, qui songent à créer un groupe différent. Auquel devait être associé d'ailleurs M. Valls, mais si jamais M. Valls devient catalan par l'élection, c'est différent. C'est une menace, ça? C'est une menace qui vous fait peur, la création d'un autre groupe? Pas du tout. Moi, j'ai absolument pas peur qu'il y ait la création d'un autre groupe. Il se fera, ce groupe, d'après vous? Alors moi, je ne peux pas répondre parce que vous imaginez... Jean-Michel Lambert. Vous imaginez bien que je ne suis pas forcément concernée par cette création et que je n'en ferai pas partie. Donc, de fait, ils ne me consultent pas pour me demander mon avis. S'ils veulent créer un groupe, qu'ils le créent. Qu'ils le créent. C'est leur responsabilité de créer. Ils vous en ont parlé? Non, moi, ils ne m'en ont pas parlé directement, clairement. J'entends les rumeurs depuis quelques mois qui disent chaque mois, attention, un nouveau groupe va se créer. Ça risque pas de vous affaiblir? Mais pourquoi? Parce que vous êtes 312 et que la majorité est à 200. Peut-être que ça va d'autant plus renforcer la cohésion de notre groupe et notre unité si ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans notre groupe vont ailleurs. Mais moi, je m'interroge sur la cohérence, parce que quand j'entends les noms qui circulent, si les noms qui circulent, c'est 2-3 personnes de chez nous, c'est des gens qui sont des radicaux de gauche, quelques UDI, des nationalistes corses, je m'interroge quand même sur le côté folklorique de ce groupe. D'accord. On est avec Aurore Bergé et on continue avec Aurore Bergé et Jérémy Pontieux qui nous rejoint dans les studios pour poser vos questions. Jérémy Pontieux, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Madame Bergé. Bonjour. J'avais une première question, alors vous avez déjà un petit peu répondu, mais les internautes nous relancent. Pourquoi avez-vous décidé de soutenir Richard Ferrand dans la course à la présidence de l'Assemblée nationale? Ne faudrait-il pas mieux, nous dit-il, pour soutenir une figure féminine écologiste qui incarne bien plus le renouvellement de la vie politique? Je comprends totalement la question et je sais qu'elle se pose. Il fait vieux monde, Richard Ferrand, ou pas? Mais vous savez, justement, il ne fait pas vieux monde à partir du moment où lui, il a pris le risque, au tout début, de soutenir Emmanuel Macron. Voilà, il y en a beaucoup qui préféraient à ce moment-là se planquer et qui n'y croyaient pas trop. Et les fameux sondages dont on parle ne donnaient pas Emmanuel Macron président de la République, loin de là. Donc c'est pour ça que moi, je soutiens Richard Ferrand, parce qu'il a été des premiers
et que c'est grâce à lui aussi que des gens comme Barbara et moi ont pu être élus ou réélus députés. Alors, un de nos internautes soulève un point assez précis. Il y a un point qui divise sénateurs et députés, c'est le droit de veto sur la vente des HLM aux locataires. Gérard Mestre nous dit « La vente des appartements HLM à leurs occupants est une fausse bonne idée, car l'offre d'achat s'adresse à des familles qui n'auront pas les moyens de faire face aux charges. » Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée. On doit permettre un parcours de vie. Je pense que les Français, ils n'aspirent pas à rester dans le parc social toute leur vie. Ils n'aspirent pas forcément d'ailleurs à rester locataires toute leur vie. Donc on doit leur permettre, on doit leur ouvrir cette possibilité-là. On a des points particuliers, notamment en Ile-de-France, où on sait que le foncier est extrêmement cher. Et du coup, on n'a pas ces parcours qui existaient. Je pense qu'il faut faciliter cette possibilité-là. Ça favorise la mixité sociale, ça? Oui, ça favorise la mixité sociale et c'est une mixité qu'on a de moins en moins, notamment à Paris. On voit à quel point le foncier a augmenté. On voit que les classes moyennes sont progressivement chassées de Paris. Sur Twitter, vous êtes montré favorable à la publication pour les entreprises des écarts entre eux au niveau de rémunération. Et Jean-Luc nous dit encore une contrainte pour les entreprises qui s'ajoute aux autres. Qu'est-ce que cela apporterait selon vous? On a parlé du fameux name and shame, c'est-à-dire à la fois... Écart de rémunération entre femmes et hommes, entre femmes et hommes, oui, entre femmes et hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des écarts qui persistent à niveau de responsabilité et à niveau de compétences égales entre hommes et femmes. Et c'est objectivement pas tolérable. Et donc l'idée, c'est à la fois de valoriser les entreprises qui le font bien, parce qu'il y en a aussi un certain nombre qui se sont engagés, et du coup ça marche, et puis de dénoncer aussi quand ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'on a démontré qu'on était très pro-entreprise, parce que c'est elles qui créent de la richesse et de l'emploi, mais il faut aussi que les entreprises en contrepartie aient un engagement sociétal fort, et ça peut être le cas notamment sur cette question-là. Alors, vous aviez écrit une tribune dans le Figaro dans laquelle vous expliquez qu'il est urgent de mieux protéger la propriété intellectuelle, d'encadrer les plateformes de vidéos. Pépon Pax nous dit que tous les GAFA, de toute façon, abusent de leur domination dominante et sont en infraction avec le droit de la consommation. En France, c'est flagrant. Vous pensez que c'est possible de changer les choses, selon vous, sur ce point? Je pense que c'est Jean-Marie nécessaire. Cavada était à votre place hier soir ici. Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il vous a parlé d'un vote important qui aura lieu le 12 septembre prochain sur la directive droit d'auteur. C'est à la fois très important pour l'avenir de la presse, c'est aussi très important pour la protection de la création. Une société numérique, c'est pas une société sans droit pour ceux qui créent, sans rémunération pour ceux qui créent de l'information ou qui créent des œuvres. Et c'est tout ça, c'est ce rapport de force-là qu'on doit pouvoir imposer. Et ce sera un beau signal aussi que l'Union européenne montre qu'elle est en capacité d'imposer ce rapport de force. Si ça ne se fait pas à Strasbourg, est-ce qu'il y a une proposition de loi en France qui est portée par M. Mignola? Est-ce que cette proposition de loi, vous souhaitez qu'elle soit étudiée à l'Assemblée nationale si d'aventure, il ne se passe rien à Strasbourg? Oui, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire soit on arrive à obtenir un vote positif au Parlement européen sur la question du droit d'auteur et des droits voisins pour la presse. Si on n'y arrive pas, alors on le fera sur une proposition de loi, mais il faut reconnaître que ce serait quand même beaucoup plus ambitieux que ça se passe au niveau européen. Cet été, c'est un point un peu précis, la fréquentation des salles avait chuté de 20%. Vous aviez signé, vous, une tribune pour la législation renouvelée du cinéma français, je précise. Exactement. Le cinéma français a souffert cet été. Que pensez-vous qu'il faille changer, nous demande un internaute? Il y a beaucoup de choses à changer. C'est d'ailleurs un des enjeux du projet de loi qu'on aura sur la réforme de l'audiovisuel, la question du cinéma, la question de la création. On a parlé notamment de ce qu'on appelle la chronologie des médias. C'est un truc un peu barbare comme terme, mais c'est à l'heure du jour. C'est-à-dire à un moment, d'abord on protège les films, ils sortent en salle. Puis ensuite, progressivement, ils ont le droit d'être exposés au public sur des chaînes de télévision payantes, sur des services de vidéo à la demande, sur des chaînes gratuites. C'est tout ça qu'il faut changer. Aujourd'hui, par exemple, à la télé, vous avez encore des jours où on ne peut pas avoir de cinéma le soir à la télévision, alors que vous pouvez prendre un abonnement à Netflix et avoir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit des films. Donc il y a beaucoup de choses obsolètes comme ça qu'il doit falloir pouvoir changer. Netflix menace l'industrie du cinéma? Je pense que Netflix doit pouvoir être une opportunité, mais que Netflix doit aussi s'adapter à nos règles. Aujourd'hui, Netflix n'a aucune obligation de financement de la création, de financement du cinéma, refuse de faire... Il est dans la même position que les GAFA dans d'autres domaines, alors? C'est exactement la même chose. D'ailleurs, maintenant, on parle même des GAFAN, puisqu'on ajoute le N de Netflix, et ça, c'est un vrai sujet. Bon, évidemment, quand Netflix arrive et dit « moi, j'investis 8 milliards dans la création », c'est quelque chose qui peut être une opportunité formidable en termes de création, mais il faut aussi qu'elle bénéficie à l'ensemble des créateurs, qu'elle respecte leurs droits, notamment. D'accord. Une dernière question de Jérôme qui nous dit: avez-vous gardé de bonnes relations avec les personnes avec qui vous avez travaillé au sein des Républicains, nous dit-il? Ça dépend lesquels, on va être clair. Évidemment, Alain Juppé, de manière très claire, et celles et ceux qui ont travaillé avec lui. Édouard Philippe en est la démonstration la plus vibrante puisqu'il est notre Premier ministre, et on continue à travailler ensemble. Avec M. Raffarin, avec M. Fabienne Keller, Dominique Bussereau, voilà, c'est des gens que j'estime. Franck Riester, évidemment. Donc voilà, il y a des gens que j'estime et que je continue à voir, évidemment. D'accord. C'était Aurore Berger qui répondait à vos questions. Merci Aurore Berger. Merci à vous. Merci. Et puis, eh bien, on saura bientôt si elle est candidate à la présidence du groupe
l'AREM à l'Assemblée nationale. Mais merci Jérémy. Merci. Et puis merci à vous tous, et puis à lundi pour de nouvelles aventures.